Shalom. J'avais à cœur de partager deux articles relatifs aux tensions américano-vénézuéliennes suite à la dernière vidéo concernant la décision de Donald Trump d'y aller avec le déclenchement d'une urgence nationale. Vous pourrez trouver les liens dans la case de description sous la vidéo. Le premier article a été écrit par Michael Schneider, ayant comme titre « Toutes les options sont ouvertes, Trump menace d'utiliser l'armée américaine pour envahir le Venezuela ». Nous nous rapprochons dangereusement de la guerre avec le Venezuela. Le mois dernier, Juan Guaido, âgé de 35 ans, s'est déclaré nouveau président du Venezuela. Depuis, 50 pays l'ont reconnu comme le dirigeant légitime du pays. Mais la Russie, la Chine et une grande partie du monde reconnaissent encore Nicolás Maduro et Maduro est absolument déterminé à rester au pouvoir. L'armée vénézuélienne semble soutenir pleinement Maduro, ce qui rendra extrêmement difficile son retrait. Lundi, le président Trump a renforcé la pression sur Maduro en disant au monde que toutes les options sont ouvertes en ce qui concerne le changement de régime au Venezuela. Nous savons qui ils sont et nous savons où ils gardent les milliards de dollars qu'ils ont volés, a déclaré Trump, avertissant les responsables militaires vénézuéliens qui continuent de soutenir Maduro qu'ils mettent leur avenir en péril. Nous cherchons une transition pacifique du pouvoir, mais toutes les options sont ouvertes, a déclaré Trump. Ce sont des mots très inquiétants, et je veux que vous considériez très attentivement les implications de ces mots. Bien sûr, la Maison-Blanche serait heureuse de se féliciter d'une résolution pacifique qui éliminerait Maduro du pouvoir, mais cela est très peu probable. Cela signifie donc que Trump devra se retirer et permettre à Maduro de rester au pouvoir, ou alors opter pour une option militaire. Et comme nous l'avons vu par le passé, d'autres pays peuvent participer à une coalition pour éliminer Maduro, mais c'est finalement l'armée américaine qui se chargera de tout. L'armée vénézuélienne ne fait pas le poids face aux États-Unis, mais ce n'est pas grave non plus. Il faudrait beaucoup plus que larguer des bombes pour se débarrasser de Maduro et de son gouvernement. Nous parlons donc d'une éventuelle invasion du Venezuela par les États-Unis. Ce serait un conflit horrible et sanglant et, même après que les États-Unis auraient sécurisé les grandes villes, les forces socialistes continueraient à se battre pendant des années sans fin. Cela signifie que nous devrons garder nos troupes indéfiniment et que cela deviendrait presque certainement un nouveau bourbier, comme nous l'avons vu au Vietnam, en Irak et en Afghanistan. Et pourquoi? Juste pour que nous puissions mettre en place un nouveau gouvernement fantoche, légèrement moins socialiste, et qui jouera mieux avec le reste de l'établissement mondial? De plus, si nous envahissons le Venezuela, nous pourrions nous retrouver en conflit direct avec les forces russes, car elles sont déjà là. L'arrivée de 400 entrepreneurs militaires russes, après la reconnaissance par M. Trump du 23 janvier de M. Guaido, président de l'Assemblée nationale, a provoqué des spéculations selon lesquelles Moscou renforcerait la sécurité personnelle de M. Maduro ou même préparait son évacuation. Mais avec M. Maduro, qui défie les appels à la démission, la mission russe pourrait être plus importante que prévu, a déclaré John Marulanda, officier de renseignement formé aux États-Unis et conseiller du président conservateur colombien Ivan Duque, opposant à M. Maduro. M. Marulanda a déclaré que les récents arrivants russes sont des forces spéciales, Spetsnaz, qui font partie des unités militaires d'élite du Venezuela pour mieux résister à toute intervention américaine ou à tout coup d'État interne contre M. Maduro. Si nous demandons aux jeunes hommes et femmes américains de verser leur sang, il vaudrait mieux que ce soit pour une très bonne raison et ne pas aimer le dirigeant socialiste du Venezuela ne remplit pas les conditions requises. À court terme, les États-Unis s'efforceront d'essayer d'apporter une aide humanitaire au Venezuela en provenance de la Colombie, voisine et ailleurs. Lors de son discours, Trump a admis que des avions cargo de US Force transportaient une telle aide en Colombie ces derniers jours. Il y a 2 jours, le premier C-17 de l'armée de l'air américaine a atterri en Colombie, doté d'une assistance cruciale,
comprenant des milliers de kits de nutrition pour les petits-enfants vénézuéliens, a déclaré Trump. Malheureusement, le dictateur Maduro a empêché cette aide vitale d'entrer dans le pays. Il préférerait voir ces gens mourir de faim que de leur donner de l'aide. Maduro n'est pas un patriote vénézuélien, c'est une marionnette cubaine, a ajouté Trump. Mais bien sûr, les États-Unis auraient pu offrir une aide humanitaire au Venezuela pendant de nombreuses années. Au lieu de cela, nos sanctions brutales ont paralysé leur économie et ont grandement facilité la crise. À partir de samedi, un effort très fort sera fait pour amener pacifiquement l'aide américaine de l'autre côté de la frontière avec le Venezuela, dans le but de donner à Maduro une mauvaise image. L'administration Trump et l'opposition vénézuélienne ont annoncé leur intention d'affaiblir le président Nicolás Maduro à un moment décisif dans quelques jours. Samedi, ils tenteront de rompre le blocus de la frontière en livrant de la nourriture et des médicaments. Les deux pays ont fixé au 23 février la date butoir pour une campagne ambitieuse sur terre et sur mer qui permettrait d'acheminer des fournitures humanitaires via la Colombie, le Brésil et les Caraïbes et aux mains de milliers de Vénézuéliens qui ont subi le plus grave effondrement économique de la région en génération. Il est extrêmement évident que Nicolás Maduro est un chef horrible et tout le monde sait qu'il va bloquer tout effort américain visant à faire passer quoi que ce soit de l'autre côté de la frontière. Mais il ne s'agit pas d'essayer d'aider le peuple du Venezuela. En fin de compte, cette cascade est conçue pour susciter une couverture médiatique favorable qui contribuera à renforcer le soutien du public à la guerre. Lors d'une allocution à la presse, John Bolton a essentiellement admis cela. Si l'armée vénézuélienne bloquait l'aide, a déclaré M. Bolton, le monde verrait les couleurs de M. Maduro, a déclaré M. Bolton. Nous espérons que la presse sera présente pour que les loyalistes de Maduro empêchent l'aide humanitaire de venir en aide aux pauvres du Venezuela, a déclaré M. Bolton. Les gens veulent savoir pourquoi le peuple vénézuélien se lève. Cet acte de Maduro serait une preuve irréprochable. Espérons que lorsque les choses se bousculeront, le président Trump rejettera les conseils de néoconservateurs tels que Bolton et décidera que l'invasion du Venezuela n'est pas la bonne chose à faire. Malheureusement, nombreux sont ceux à Washington qui souhaitent plonger le monde dans la guerre et il ne faudrait pas grand-chose pour déclencher le scénario apocalyptique. Notre monde est déjà au bord du gouffre et il ne serait pas trop difficile de nous pousser au-dessus de la limite. Pour le moment, le président par intérim du Venezuela, Juan Guaido, ne demande pas officiellement l'intervention militaire américaine, mais il ne l'exclut pas non plus. Le président par intérim, autoproclamé du Venezuela, Juan Guaido, a refusé d'exclure vendredi la possibilité d'autoriser une intervention des États-Unis pour aider à contraindre le président Nicolás Maduro à prendre le pouvoir et à atténuer une crise humanitaire. Le président de l'Assemblée nationale, Guaido, a déclaré à l'AFP qu'il ferait tout ce qui est nécessaire pour sauver des vies humaines, reconnaissant que l'intervention américaine est un sujet très controversé. Après tout ce qui s'est passé au cours des 2 dernières décennies, on pourrait penser que le peuple américain serait complètement épuisé par la guerre. Il y a toujours un prix très élevé pour une intervention militaire dans d'autres pays, et le prix pour une invasion du Venezuela serait effectivement très élevé. Voici des extraits d'un 2e et dernier article concernant le Venezuela qui démontre la raison du conflit présent. Les plus grandes réserves de pétrole au monde par pays. Par Jessica Dillinger. Afin de mieux éclairer un sujet quelque peu ambigu, voici les 10 pays disposant des plus grandes réserves de pétrole au monde. Numéro 10. Les États-Unis. Les réserves de pétrole des États-Unis ont atteint de nouveaux sommets ces dernières années en raison de l'utilisation croissante de méthodes de forage non conventionnelles permettant l'extraction de davantage de pétrole et de gaz de schiste qu'auparavant. C'est pour la première fois depuis 1975 que les réserves américaines ont dépassé les 36 000 millions de barils, en particulier la fracturation et le forage horizontal. Numéro 9. La Libye.
La Libye possède les plus grandes réserves de pétrole en Afrique. Numéro 8, la Russie. Numéro 7, Émirats arabes unis. Numéro 6, Koweït. Numéro 5, Irak. Numéro 4, Iran. Numéro 3, Canada. Numéro 2, Arabie saoudite. Le Royaume d'Arabie saoudite est depuis des décennies considéré comme l'État moderne le plus emblématique de l'équation du pétrole dans l'opulence et de l'influence dans la politique mondiale. Cependant, l'Arabie saoudite n'est plus le leader mondial du potentiel pétrolier, alors que les réserves prouvées de pétrole saoudien de 266 455 millions de barils sont légèrement inférieures à celles du Venezuela. La totalité du pétrole saoudien se trouve dans des puits de pétrole conventionnellement accessibles situés dans de grands champs de pétrole. De plus, les réserves de l'Arabie saoudite représentent 1/5 des réserves conventionnelles du globe. Nombreux sont ceux qui croient également que, si l'exploration se poursuit, l'Arabie saoudite dépassera le Venezuela parmi les meilleures cartes de ressources pétrolières éprouvées. Par exemple, la Commission géologique américaine estime qu'il y a plus de 100 000 millions de barils non découverts sous les sables arides des déserts saoudiens. Numéro 1. Avec 878 000 millions de barils de réserves prouvées, le Venezuela possède la plus grande quantité de réserves de pétrole prouvées au monde. Le pétrole du pays est une découverte relativement nouvelle. Auparavant, l'Arabie saoudite avait toujours occupé la première place. Les gisements de sable bitumineux au Venezuela sont semblables à ceux du Canada. Le Venezuela possède également de nombreux gisements de pétrole conventionnels. Les sables bitumineux de l'Orénoque au Venezuela sont nettement moins visqueux que ceux du Canada. Par conséquent, les sables bitumineux peuvent être extraits à l'aide de méthodes d'extraction classiques, ce qui lui confère un avantage considérable sur les concurrents nord-américains en termes de capital requis et de coûts d'extraction. Je me permets d'ajouter que la Chine est au 13e rang, alors que les pays avoisinants au Venezuela sont le Brésil au sud, avec le 15e rang, et le Mexique au nord détenant le 19e rang. Chers amis, bonjour. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va parler de la situation au Venezuela. Comme on a parlé la dernière fois, il y avait cet ultimatum de Trump d'envahir le Venezuela jusqu'au 10 février. Maintenant, ils ont repoussé un peu cette date parce qu'il y a une nouvelle échéance avec l'aide humanitaire qui veut faire entrer au Venezuela. Donc vous, certainement, vous pouvez poser la question, comment est la situation ici? Est-ce que le Venezuela a vraiment besoin de cette aide humanitaire? Est-ce que Maduro est vraiment ce tyran qui ne veut pas faire entrer cette aide? Et pourquoi? Donc on va vous éclairer un peu là-dessus. Oui, c'est nécessaire. Le premier petit point sur lequel j'aimerais revenir, c'est la raison pour laquelle il y a eu un premier ultimatum et maintenant il y en a un deuxième. Ce qui peut donner une impression d'alerte lancée, de fausse alerte. Et en fait, c'est beaucoup plus simple. Il se trouve qu'il y a eu un premier chantage, un premier coup d'État, une tentative de coup d'État, qui était de mettre en place cette petite marionnette de 31 ou 35 ans, je ne sais pas, avec des faux airs d'indigène, comme président de l'Assemblée, de l'Assemblée nationale, qui donc s'est autoproclamé président par intérim du Venezuela, dans le cadre de l'opposition. Et l'ultimatum qui était donné était de reconnaître la légitimité de ce coup d'État et de faire de nouvelles élections pour permettre, soi-disant, au peuple vénézuélien de choisir entre Nicolás Maduro et Juan Guaidó. Et il y avait donc une échéance, ce qui tombait donc le 10 février. À cette date, si Nicolás Maduro ne faisait pas de nouvelles élections, eh bien les pays en question, posant cet ultimatum, reconnaîtraient Juan Guaidó comme président légitime.
Ce qui s'est passé à la suite maintenant. Voilà, enfin, c'est ce qui s'est passé, du moins avec certains traîtres à la nation qui occupent certains pays, dont la France, dont l'Allemagne dernièrement, et évidemment en tête de liste les États-Unis. Alors, ce qui était en fin de compte attendu à travers cette tentative de coup d'État, c'était de provoquer une guerre civile au Venezuela, de provoquer une scission d'armée, de créer un climat de chaos, donc de guerre civile, qui après soit la légitimisation à une intervention militaire des États-Unis, pour effectivement permettre que ce coup d'État aille jusqu'au bout. Manque de peau, ça n'a pas fonctionné. Il se trouve que le peuple reste assez majoritairement soudé autour de Nicolás Maduro et de la révolution bolivarienne. Ça n'a pas fonctionné. Donc, plan B. Eh bien, le plan B, maintenant, c'est un chantage à l'aide humanitaire. C'est-à-dire qu'il est prétendu par la propagande ennemie, qui vient des États-Unis essentiellement, que le pays est dans un désastre, dans un marasme économique et social tel qu'il y a une crise humanitaire terrible, qu'il y a une famine. Quand on les écoutait quelque temps en arrière, c'était la guerre civile dans ce pays. Hein. Nous l'avons constaté par nous-mêmes, le pays est quand même très calme. Il y a des pays beaucoup plus chaotiques que ça. Là, maintenant, on vient nous annoncer qu'il y a une famine terrible et qu'il faut qu'il y ait une aide humanitaire qui s'organise et qui rentre de toute urgence au Venezuela. Oui, c'est sûr, les gens, c'est une sacrée crise qu'ils vivent ici et c'est pas qu'on peut rien acheter. Bien sûr, ça correspond pas à ce qu'on peut trouver dans les rayons des supermarchés en Europe. Ici, on mange ce qu'il y a, on va dire. Hein. On y va, on regarde ce qu'il y a et on mange ça. C'est pas qu'on a le choix énorme. C'est pas le consumérisme que nous connaissons dans nos pays occidentaux. Pas du tout. Heureusement. Et donc, le problème qu'ils ont surtout ici, c'est l'inflation. C'est qu'ils peuvent rien acheter avec ce qu'ils gagnent. C'est cette inflation galopante que le gouvernement ne peut pas attraper. Et ça, c'est pas leur faute. Donc, le plus gros problème, il est là. Ce n'est pas la faute du gouvernement. Voilà. C'est ce que tu voulais dire. Oui. C'est pas la faute du gouvernement, parce qu'en fin de compte, l'inflation, qu'est-ce qui provoque l'inflation? Il faut comprendre que la guerre économique qui est livrée contre le Venezuela depuis que Hugo Chavez a fait sa révolution, qu'il a pris ensuite les commandes du pays en 1999, eh bien, l'oligarchie internationale, eux, ils désignent l'ennemi d'oligarchie. Nous, on peut parler de pouvoir occulte luciférien, bref, c'est la même chose. C'est mis en branle pour écraser le pays et l'isoler, le cerner, appliquer une guerre polymorphe, c'est-à-dire une guerre économique, une guerre de propagande, une guerre psychologique. Et le volet de la guerre économique a comme finalité, bien sûr, de créer un marasme et d'amener la population, aussi soudée puisse-t-elle être derrière le président, d'amener cette population à bout. C'est ça. La situation est dure. C'est très bien pensé, parce qu'effectivement, quand les gens ne peuvent plus acheter à manger, ils vont réfléchir s'ils vont encore être derrière le gouvernement ou s'ils ne veulent pas le changement. Voilà. Comme par hasard, on propose un changement. Après, les gens s'en foutent à peu près comment va être le changement. Il faut juste changer parce que la situation est très difficile et impossible dans la pratique. Et au bout d'un moment, le facteur humain, la faiblesse humaine fait que les gens disent oui, ben, je veux bien, mais moi, mon intérêt à moi, il n'est pas là. Le fait que le Venezuela soit en guerre contre une oligarchie internationale, c'est peut-être bien joli, c'est peut-être bien légitime, mais ça ne fait pas mon affaire à moi au jour d'aujourd'hui. Je n'ai pas mon confort, je manque de beaucoup de choses. Je galère beaucoup pour pouvoir acheter ceci, cela et faire vivre ma famille. Et ça n'est pas faux. Seulement, c'est très exactement ce type de problématique qui devait être instrumentalisée pour arriver à une crise sociale majeure qui pourrait amener à une révolution. Seulement, ça n'a pas fonctionné. Alors, pour que ça fonctionne mieux, il faut une propagande internationale qui accompagne la crise. D'ailleurs, quand je parle de crise et qu'on met ça entre guillemets, ça n'est pas pour rien, puisqu'il faut appeler un chat un chat. Ce qu'il y a au Venezuela, ce n'est pas une crise, c'est une guerre économique. Petite parenthèse, donc pour provoquer cette guerre économique, ils ont commencé, l'oligarchie internationale a commencé par faire chuter le prix
du baril de pétrole, parce que le pétrole est la première ressource du pays, la première source d'exportation. Et ça a provoqué effectivement ce qu'on appelle la crise économique. L'inflation galopante, avec aussi le retrait des billets bolivars de la circulation. Et le retrait des billets bolivars de la circulation n'est évidemment pas provoqué par Nicolás Maduro et son gouvernement, mais par l'opposition. Et il faut savoir que de grosses banques sont aux mains de l'oligarchie, de l'opposition, des banques vénézuéliennes, et que ces banques sont complices de ce complot, elles participent à ce complot international, de concert avec le gouvernement colombien, et que ce sont ces banques donc qui font disparaître les billets de Bolivar en les vendant au gouvernement colombien. Voilà, ça, c'est la réalité des choses. Donc, finalité, il n'y a pas de billets en circulation, ce qui est très difficile dans la pratique. Voilà, donc inflation, pas de billets, toute une série de blocus, hein, les fameuses sanctions contre Nicolás Maduro, qui sont en fait des représailles qui touchent directement le peuple, puisque les blocus font que, par exemple, les médicaments manquent, et effectivement, mais les médicaments ne manquent pas ici parce que Nicolás Maduro ne veut pas que les médicaments rentrent. Les médicaments ne rentrent pas parce qu'il y a des blocus pour qu'ils ne puissent pas rentrer. Et nous sommes là maintenant avec le discours de l'aide humanitaire dans une configuration d'une perversité extrême, où on voit bien, c'est vraiment, surtout quand on est sur place, flagrant, que ce même pouvoir qui se prévaut d'être celui qui vient avec une aide humanitaire est celui qui a organisé ce complot contre le Venezuela pour le faire sombrer dans une situation qui peut être apparentée à celui d'une crise économique, qui donc après serait le fruit des errements et des magouilles du gouvernement de la révolution bolivarienne. Hein, Dixit, donc l'opposition. Comme d'habitude, on crée le problème, donc une crise, que les gens vont très mal, et les gens manquent beaucoup de choses, et après on vient avec l'aide humanitaire et on apporte la solution, voilà, qui est empoisonnée bien sûr. Et ici c'est encore pire, parce que le gouvernement a dénoncé que l'aide humanitaire qui est à l'heure actuelle bloquée à la frontière colombienne est empoisonnée. C'est-à-dire il y a quelques Colombiennes qui l'ont mangé et qui ont eu des nausées, qui ont été hospitalisées, et il y a à peu près 20 personnes dans cette situation. Donc en plus, cette aide humanitaire est empoisonnée. Elle est empoisonnée au sens figuré, c'est-à-dire que la notion d'aide humanitaire, c'est en fait le cheval de Troie, et les produits qui sont en attente à la frontière, donc tout a été préparé, hein, bien sûr, hein, tout est dans le plan de ce coup d'État, tout est déjà prêt. Eh bien, les produits, allez savoir pourquoi il y a des Colombiens qui sont allés taper dedans, eh bien, ça n'aura pas réussi, hein, les produits sont empoisonnés, donc il y a eu une vingtaine de personnes qui s'est retrouvées à l'hôpital intoxiquées, et donc il y a eu des personnels du service sanitaire pour faire les analyses des produits en question, et qui ont eu de très grosses surprises, puisque donc les produits sont avariés et empoisonnés. Donc, c'est une petite parenthèse, hein, ce qui nous laisse subodorer que un des effets de cette offensive sous couvert de l'aide humanitaire soit carrément d'empoisonner la population vénézuélienne pour pouvoir créer une vraie crise sanitaire et dire « Ah, mais regardez, les Vénézuéliens sont malades comme des chiens, heureusement on met des hôpitaux de campagne un peu partout, heureusement on vient avec les médecines pour les soigner, etc. » parce que c'est un vrai désastre que l'on découvre ici. C'est un peu la même technique que pour les campagnes de vaccination, comme celles qui ont servi à répandre le virus Ebola en Afrique. On vient faire une campagne de vaccination, de prétendue vaccination, on injecte le virus à tout le monde, et après on dit « Oh, regardez, il y a une épidémie de virus Ebola, il faut vite venir avec toute notre aide humanitaire pour éradiquer cela. » C'est la même chose. Donc heureusement que le gouvernement de Nicolás Maduro a pu bloquer jusqu'ici cette pseudo-aide humanitaire, et moi, quand j'ai entendu parler de ça, la première chose que ça m'a rappelé, c'est l'affaire des casques blancs. Je dis pas bien casques blancs, non pas casques bleus, les casques blancs en Syrie. Donc il faut qu'on se rafraîchisse un peu la mémoire, il n'y a pas si longtemps encore. La Syrie avait aussi ce type d'offensive très perverse,
avec l'aide humanitaire, bon là c'est un pays ravagé par la guerre, on peut comprendre qu'il y ait une notion d'aide humanitaire. Et l'aide humanitaire qui devait faire le forcing pour passer en Syrie, avec les casques blancs, eh bien c'était en fin de compte des bandes de mercenaires armés jusqu'aux dents. Voilà. Donc il est évident qu'il n'y a rien de bon à attendre avec cette pseudo-aide humanitaire, surtout quand on comprend bien que la situation de pseudo-crise qui a été générée pour prétexter à cette aide humanitaire, eh bien, sont les mêmes auteurs. Ce sont les mêmes qui sont derrière. Encore, oui, une petite précision pour savoir comment le gouvernement réagit face à cette guerre économique du Venezuela. Il distribue tous les mois, au moins une fois par mois ou même 2 fois, les caisses de nourriture à la population. C'est-à-dire, là-dedans, il y a des lentilles, des flageolets, du riz, des pâtes, de l'huile, du sucre, de lait en poudre, enfin le basique. Farine aussi, farine de blé, farine de maïs. Oui, tout ce qui est basique. Donc, depuis 2016, ils essayent d'aider de cette façon-là la population pour qu'ils aient au moins le minimum assuré. Et ils sont lourds les cartons. Quand on voit les gens porter les cartons, c'est pas... Donc, 6-7 millions de Vénézuéliens qui profitent de ces caisses. 6 ou 7 millions de familles, oui. De familles. Ouais. 1 à 2 fois par jour. Ce qui représente... Par jour 1 à 2 fois par mois. Ce qui représente des centaines de tonnes de bouffe distribuées chaque mois. Ouais. Dans tout le Venezuela. De nourriture, pardon. Donc c'est ridicule comparé à des kilos de nourriture qui attendent en aide humanitaire à la frontière colombienne. Donc que le gouvernement actuel distribue par mois, mensuellement ici, c'est pas comparable à ce qui veut rentrer en aide humanitaire voilà. À l'heure actuelle. Quelques dizaines de tonnes de bouffe empoisonnée contre quelques centaines de tonnes de nourriture très complète distribuée tous les mois. Qui met un peu en exergue l'extrême perversité de ce procédé, de cette manipulation, de cette propagande. On veut jouer sur la corde sensible avec l'aide humanitaire, on veut sauver les petits-enfants vénézuéliens, alors qu'en fait on les fait crever de faim, et que le seul qui a réellement fait quelque chose pour repousser le plus possible les effets de ce complot phase guerre économique, eh bien c'est Nicolás Maduro évidemment, et le gouvernement de la révolution bolivarienne. Oui, donc cette aide humanitaire est un show médiatique, c'est tout. Oui, de très mauvais goût et profondément ignoble. Alors, la nouvelle échéance est donc celle-ci. Elle va tomber le 23 février, c'est-à-dire que le pseudo-président par intérim, là, ce blanc-bec, Juan Guaidó, a fait savoir, suivant les ordres qu'il reçoit bien sûr de l'extérieur, que le 23 février, l'aide humanitaire bloquée à la frontière colombienne entrerait de gré ou de force. Ça va commencer le 23. Donc ça veut dire que tout étant prêt, qu'on essaye de faire en sorte, du côté donc du pouvoir occulte, que l'opinion internationale et la communauté internationale soient sensibilisées en diabolisant à fond le tyran, le monstre, Nicolás Maduro, qui, après avoir affamé sa population, maintenant ne veut même pas que l'aide humanitaire vienne venir les sauver. Une fois donc que cette grosse campagne de propagande a bien fait son travail sur tout le globe, on va passer à l'offensive et on va donc prétexter une percée, une attaque du pays, une invasion, pour protéger et escorter et permettre l'entrée des convois d'aide humanitaire. Voilà ce qui est en train de se produire. Bon, voilà ce qui nous attend pour le 23 février. Donc, je voulais, pour ma part, bien expliquer pourquoi il y a eu un premier ultimatum et qu'il n'y a pas eu une entrée en guerre immédiate à la date que j'avais annoncée avant, et que ça risque de venir pour le 23. Je pense que vous avez bien compris qu'il y a eu une première tentative de coup d'État qui devait mener à une guerre civile directe, que ça n'a pas fonctionné, parce que majoritairement le peuple reste derrière Nicolás Maduro, et que maintenant, plan B, voilà, le chantage à l'aide humanitaire.
Ben, si jamais ils ont un plan C, D, E, F, etc. hein. Comme disait Nicolas Maduro, Z, Alpha, Oméga, etc. Eux, ils ont décidé d'en finir avec la révolution bolivarienne, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc il n'y a pas de fausses alertes ou de pronostics, peut-être que oui, peut-être que non, malheureusement pas. Nous sommes face à une entrée en guerre imminente du Venezuela et je ne pense pas que quelque chose puisse éviter cela. Mais, ceci dit, la seule chose qui pourrait peut-être contrecarrer ces plans, je reviens à ce que je vous avais dit la dernière fois, ce serait des mobilisations citoyennes massives et spectaculaires. Alors il y a de plus en plus de groupes et de mobilisations qui s'organisent dans des pays comme l'Allemagne, comme l'Espagne, comme les États-Unis, de citoyens qui descendent dans la rue pour dire non à la guerre, non à l'invasion, on soutient Nicolas Maduro, oui à la souveraineté du pays, etc. Bon, seulement c'est pas assez. Et ce que nous voulons faire, nous restons sur cette ligne-là, c'est faire en sorte que des groupes s'organisent pour venir soutenir la révolution bolivarienne, pour venir défendre la paix et l'indépendance du pays, ici au Venezuela. Il s'agit de faire des petits séjours de tourisme solidaire pour bousculer un petit peu ce qui se passe dans le paysage audiovisuel international. Oui, et en même temps, ça permet de se faire une idée soi-même sur la situation sur place. Oui. Parce que, évidemment, depuis la France, je pense pas qu'on puisse avoir des bonnes informations parce que tout le monde donne un peu son opinion, mais qui sait en réalité ce qui se passe réellement. On est toujours obligé de croire des gens qui sont pas, même pas sur place et qui donnent leur avis. hein. Oui, voilà. Et par exemple, il y a quelque chose qui revient souvent dans l'argumentaire du pouvoir occulte international, donc de l'opposition, qui est de dire, mais pourquoi est-ce que Nicolas Maduro s'accroche comme ça au pouvoir? Oui, Eh bien, Nicolas Maduro a été, il faut savoir déjà, pour commencer, désigné comme successeur de Hugo Chavez par Hugo Chavez lui-même au moment où il était en train de mourir. Qu'à la suite de ça, il y a eu des élections présidentielles qui ont désigné Nicolas Maduro et que le mandat suivant, nouvelles élections présidentielles, nous sommes arrivés juste avant et juste à temps pour soutenir d'ailleurs les élections présidentielles, Nicolas Maduro aux élections présidentielles du 20 mai 2018, eh bien Nicolas Maduro est repassé à 68% des votes. Il est repassé avec un mandat, c'est-à-dire qu'il l'explique lui-même très bien, ce n'est pas une affaire personnelle, j'ai été nommé par le peuple pour protéger les intérêts du peuple, et protéger les intérêts du peuple, donc ça veut dire, dans le cadre de la révolution bolivarienne, face à l'ingérence internationale, face au néocolonialisme, face à toutes ces tentatives qui sont faites pour reprendre le pays, remettre la main dessus. Et voilà la mission que j'ai de la part du peuple. Donc, en quel honneur est-ce que je devrais, maintenant que la situation est encore plus critique, maintenant que l'ennemi déploie tous ses moyens et joue ses dernières cartes pour envahir le pays de nouveau, pourquoi est-ce que je devrais, moi, céder à la pression et dire « Ah ben non, je jette l'éponge, je vous en prie, messieurs, prenez ma place ». Non, j'ai une mission, j'ai une responsabilité, je vais certainement y laisser ma vie, mais j'irai jusqu'au bout, je ne suis pas là à titre personnel, je suis serviteur du peuple, je représente le peuple, et mon rôle à jouer maintenant est de faire tout ce que je peux pour protéger le peuple face à cette énième tentative pour le conquérir. Voilà quelle est la position. D'ailleurs, dans les discours qu'on entend, c'est pas du tout ce qu'on est habitué à voir en France ou en Allemagne. Hein. C'est des discours qui touchent le cœur. Oui, on a affaire à des êtres humains. Nicolas Maduro est quelqu'un que j'apprécie énormément, que nous apprécions tous les deux, qui est un type sincère, qui a un idéal fort, et c'est autant plus pénible pour nous de voir comme il est roulé dans la boue excrémentielle avec des théories de complot, des fantasmes, des fables vraiment perverses et infâmes qui sont construites sur base de rien. Parce que nous, on le comprend bien, on connaît comment ça fonctionne. Hein. Oui. On le sait dans notre propre cas, comment des choses sont toujours tournées dans leur adverse. Qu'on essaie toujours de faire passer les gens pour ce qu'ils sont, surtout pas contre quoi ils se battent, comme nous.
qui sont accusés d'être des criminels qui veulent enlever des enfants, ou qui ont enlevé même, hein, on a enlevé des enfants. Et pourtant, c'est tout l'inverse, on veut les protéger de tout ça. Et on se trouve accusé de ça, donc on comprend très bien la stratégie que subit le président Maduro à son niveau. Toujours être accusé d'être un dictateur, un tyran, tout ce que vous voulez. Et d'ailleurs, ses homologues, ses ex-homologues ont le même problème. Vous pouvez voir Lula da Silva, ex-président du Brésil. Malheureusement, le Brésil est retombé aux mains de l'ennemi derrière lui. Et lui a subi le même type de campagne avec des procès d'intention épouvantables et une véritable persécution judiciaire. Il y a Rafael Correa de l'Équateur, qui aussi est logé à la même enseigne. C'est-à-dire qu'après, c'est juste une question de niveau. Nous sommes de très humbles activistes. Pour la majorité d'entre vous, vous nous considérez comme des activistes pour la cause de l'enfance, martyrs, victimes de pédocriminalité, de trafic d'enfants, etc. Et mais alors, au niveau à eux, de chefs d'État qui se battent contre le même pouvoir occulte, mais au niveau international... Pour l'indépendance du pays, pour repousser le nouvel ordre mondial. Eh bien, imaginez-vous que c'est évidemment beaucoup plus préoccupant pour cet ennemi-là. Et ils déploient tous leurs moyens pour écraser ces résistants, et nous reconnaissons, ceci dit, exactement les mêmes protocoles et les mêmes stratégies avec cette guerre de propagande, cette guerre psychologique et cette guerre économique, parce que la première chose qui a été faite pour nous, c'est évidemment de nous détruire socialement. Voilà, donc le 20 mai 2018, il y a eu des élections qui ont été très critiquées, bien sûr, mais il y a eu je ne sais pas combien d'observateurs internationaux qui sont venus de la communauté internationale pour chercher la petite bête, et il en est ressorti qu'il n'y a pas eu de critique qui a pu être tenue décemment. Il a même au contraire été reconnu que l'appareil électoral du Venezuela était le plus pointu au monde. Même en France, on n'a pas quelque chose d'aussi pointu. Et c'est avec un sourire bien jaune que les uns et les autres ont dû admettre l'élection démocratique, la réélection du président Nicolás Maduro Moros. Mais c'est pas grave, on continue quand même. Donc du coup, voilà, obligé de reprendre... Obligé de trouver d'autres méthodes et toujours essayer aussi de garder l'apparence du bien. Hein. Les envahisseurs ils veulent toujours que ce soit pas trop visible, que c'est eux qui sont dans le tort. Voilà. D'où l'aide humanitaire et tous ces moyens-là. Parce que là, c'est très clair, c'est un coup d'État, ni plus ni moins, voilà, qui devait conduire à une guerre civile. Ça ne fonctionne pas, on passe au plan B, comme on l'a expliqué, mais c'est un vrai, pur coup d'État, avec des gens qui osent dire, et même dans le milieu politique activiste en France, j'y reviendrai, je ferai un petit sujet là-dessus, sur les réactions des uns et des autres face à cette actualité. Il y en a qui osent dire que, ben non, on n'a pas à s'en mêler, mais que par contre, Nicolás Maduro, ben pourquoi s'accroche-t-il au pouvoir? Il devrait jeter l'éponge, vu que ça se passe très très mal, qu'il a fait la démonstration de son échec. Voilà, ça va jusqu'à tenir ce genre de propos dans les milieux qui se veulent neutres, hein, oui, ou de dire, mais s'il est si sûr de regagner, il va permettre les nouvelles élections. Mais pourquoi faire? Pourquoi? Je veux dire, dans quel droit un pays extérieur peut imposer des nouvelles élections dans un pays? Alors, le Venezuela a son calendrier électoral comme partout et ça suit son cours. Organiser de nouvelles élections, parce qu'il y a des pressions extérieures, aussi puissantes soient-elles, ce serait violer la constitution du Venezuela. Tout simplement. Il y a une constitution, elle est appliquée, elle est suivie à la lettre. Il y a eu des élections démocratiques qui ont fait grincer les dents dans tous les coins du monde au niveau des traîtres à la nation, bien sûr. Mais elles se sont déroulées dans de parfaites conditions de sécurité, dans une parfaite démocratie, avec une parfaite transparence. Un taux de participation largement suffisant pour pouvoir dire que nous avions affaire effectivement à un événement démocratique. Et maintenant, eh bien, il faudrait renier ces élections parce que ça ne fait pas l'affaire de l'oligarchie internationale. Et il faudrait que le président lui-même dise « Ah ben, ok Joker, j'arrête, je ne joue plus, on va faire de nouvelles élections ». Hein, c'est-à-dire que Nicolás Maduro, lui, pour éviter l'invasion de son pays, pour éviter une guerre terrible, viole la Constitution et trahisse
trahissent le peuple, le qui, peuple. Qui l'a voté. Hein. Voilà, comme il l'expliquant, en jetant l'éponge, disant non, si je m'en vais pas, ça va partir en guerre. Le chantage est absolument immonde. Et heureusement, Nicolás Maduro, qui est un homme qui a du cran, il a de l'idéal, il n'a pas seulement des valeurs humaines fortes à ce niveau, il a aussi beaucoup de cran. Et je sens en lui ce type fort qui va tenir jusqu'au bout, heureusement, et avec lui le plus gros des forces armées et des têtes de la force armée nationale bolivarienne. Alors, bien sûr, ce qui est monté en épingle, il y a toujours quelques traîtres qui vont se vendre à l'ennemi. Avec l'argent, on arrive toujours à faire des miracles, mais sachez bien que la majorité est très consolidée autour de Nicolás Maduro, et surtout en ce qui concerne l'armée. Voilà. Donc c'est le moment où jamais, encore on est devant la guerre, avant le déclenchement, donc c'est le moment où jamais de manifester son soutien et de dire non, fuera las manos de Venezuela, comme ils disent ici, hands off Venezuela. Et donc on vous attend ici, le plus nombreux possible pour dire stop à l'invasion, pour manifester votre soutien, parce que c'est un combat pas seulement pour le Venezuela, c'est contre, c'est un combat beaucoup plus grand. Donc la majorité des gens savent certainement de quoi je parle, c'est le nouvel ordre mondial. Nous, on le considère comme le Venezuela, comme repousser le nouvel ordre mondial, ce qu'on ne peut pas dire ni en France, ni en Allemagne, ni, je ne sais pas, quel pays on pourrait comparer au Venezuela à l'heure actuelle dans le monde. On pourrait comparer comme pays la Bolivie, certes. Seulement la Bolivie n'est pas à l'heure actuelle sous le feu de l'ennemi, pour la simple raison que la Bolivie n'a pas les richesses du Venezuela. C'est aussi simple que ça. Mais si le Venezuela venait à tomber, un pays comme la Bolivie serait balayé très vite derrière, parce que la Bolivie n'a pas cette puissance. Par contre, la Bolivie a exactement le même esprit. Evo Morales, c'est Chavez, c'est Nicolás Maduro. On est dans le même cadre de chef d'État de conscience qui essaie de protéger le pays et le peuple contre les avancées du pouvoir occulte luciférien qui est en train de grignoter la planète petit à petit. Donc effectivement, le Venezuela de Hugo Chavez avec la révolution bolivarienne qui est aux commandes et qui est menacée maintenant de cette guerre, c'est le dernier rempart pour nous face à ce que nous tous, nous combattons plus ou moins, ou nous voudrions combattre. C'est pour ça que pour nous, de notre point de vue, il est infiniment pertinent d'être là à ce moment crucial de l'histoire qui voit maintenant le Venezuela au bord de cette guerre. Et on pourra revenir dessus pour expliquer pourquoi pour nous c'est si crucial ici, pas en France, plutôt ici. Je le disais, je vais le répéter, le problème, si on veut regarder par exemple ce qui se passe en France et ce qui se passe au Venezuela, c'est que la France, ainsi que les pays de l'Union européenne, ils sont occupés. Voilà. Ils sont tellement bien occupés, c'est-à-dire le pouvoir occulte luciférien occupe la France, occupe tous les pays de l'Union européenne, les pays occidentaux, les États-Unis, parce qu'ils ont tout simplement façonné le système sociétal de ces pays avec la vague des révolutions démocratiques, etc. La fausse révolution populaire de 1789, tout ce qui s'en est suivi. Donc ils tiennent tout, ils tiennent les institutions, ils tiennent le pouvoir politique, ils tiennent l'État. Et le travail qui consisterait à flanquer un Macron dehors serait totalement creux, inepte, et ne servirait à rien si ça n'était pas pour prendre le contrôle de l'État et surtout derrière nettoyer au niveau de cette occupation, qui est beaucoup plus dans les fondements de la société. Alors, nous regardons donc les pays civilisés d'où nous venons, civilisés entre guillemets, et le Venezuela. Le Venezuela, lui, c'est bien, il y a déjà eu, si vous voulez, cette révolution que moi je veux faire en France, que je voulais faire contre Sarkozy, puis contre Hollande et contre Macron aujourd'hui, elle a été faite en 1999 par Hugo Chavez. C'est ça la grande différence. C'est pour ça que quand nous étions interviewés dans une radio, quand nous sommes arrivés sur l'île, IVKE Mondial, nous disions ce qu'il faut, c'est importer la révolution bolivarienne en France et dans nos pays. Et c'est ça la démarche du ralliement des résistants pour la révolution. C'est arriver à faire ce que Chavez a fait
avec son premier coup d'État, qui par la suite lui a permis, une fois qu'il est sorti de prison, de s'imposer sur la scène politique et de prendre le pouvoir en 1999. Et c'est là que l'histoire de la révolution bolivarienne a commencé. Et que cette guerre du Venezuela, devenue libre et indépendant, c'est subitement, comme un chien dans un jeu de quilles, s'est imposée aux yeux de l'humanité. Donc, vous avez compris, d'un côté, tous les pays qui sont déjà occupés, pour lesquels il faut faire une révolution, style révolution bolivarienne d'Hugo Chavez, tout un programme, et un pays qui a déjà été libéré par le personnage, par le commandant suprême Hugo Chavez. Et qui est menacé aujourd'hui. Et qui est menacé de retomber entre les mains de l'ennemi. Donc vous comprendrez bien, j'espère, chers amis, toute la pertinence de mettre toutes nos forces dans l'urgence au service de la révolution bolivarienne, ici au Venezuela, pour que ce pays ne retombe pas aux mains de l'ennemi. Ça ne sert à rien de se battre, en prétendre aller libérer d'autres pays si nous laissons tomber les derniers bastions contre le pouvoir occulte international luciférien. Bien. Je crois que c'était clair. On vous attend. Le plan, c'est quoi? Nous sommes, géographiquement, pour le moment, sur l'île de Margarita. Pourquoi? Parce que c'est sur l'île de Margarita que nous avons décidé d'organiser le plan de mise en place des groupes qui vont venir de France et peut-être aussi d'Allemagne, de touristes solidaires, de gens qui vont venir sur place, s'acheter des t-shirts aux couleurs d'Hugo Chavez, s'organiser en groupe de manifestations et de soutien contre la guerre, contre l'invasion, contre l'ingérence des États-Unis et pour la paix au Venezuela. Donc dans ce cadre, mes chers amis, on espère que vous êtes en train de vous préparer, de créer un petit groupe, de vous organiser en petit groupe pour répondre à cet appel. Donc, à bientôt. À bientôt.